Le 24 juin 1812, l'empereur des Français Napoléon franchit le Niémen et attaque la Russie. Il est à la tête de la grande armée composée de 450 000 hommes, 180 000 chevaux, 1200 pièces d'artillerie. C'est le début d'une des plus terribles campagnes militaires de la France. Depuis que Napoléon est au pouvoir, les relations avec la Russie sont compliquées. Un accord a été trouvé à Tilsit le 7 juillet 1807, consolidé par l'entrevue d'Erfurt le 12 octobre 1808. Cependant, plusieurs faits tendent à éloigner les alliés de la veille. Napoléon signe en 1809 un traité avec l'Autriche lui permettant d'étendre son emprise à l'Est. La Russie, très dépendante du commerce avec les Anglais, subit de plein fouet le blocus continental imposé par Napoléon. Plusieurs autres événements viennent achever l'alliance entre ces deux grands empires. Tout le monde sent qu'une nouvelle guerre est sur le point d'éclater. L'empereur des Français est en force au début de l'année 1812. Son territoire fait 130 départements et gère 44 millions de personnes. Il couvre une zone géographique bien plus conséquente qu'aujourd'hui. À cela s'ajoutent les États dépendants comme le Royaume d'Espagne, le Royaume de Naples, le Royaume d'Italie, les Pays-Bas. Il y a également les pays alliés dont les deux plus importants à l'Est sont la Prusse et l'Autriche. Sur un plan personnel, Napoléon est marié depuis 1810 avec Marie-Louise d'Autriche qui lui a donné un fils, l'Aiglon. Même si l'Empire connaît des difficultés en Espagne, le début de 1812 correspond à une période de très forte influence et de puissance. En Russie, c'est Alexandre Ier qui gouverne. Il est à la tête d'un territoire immense où le système du servage a encore cours. Cependant, les élites aristocratiques du pays sont très partagées entre un sentiment national fort et une admiration pour la figure de l'empereur Napoléon. Alexandre Ier n'a connu que des défaites face à la France au cours des différentes coalitions, la plus célèbre étant Austerlitz. Il a eu néanmoins des succès dans d'autres campagnes militaires comme en Finlande par exemple. Bien que fragilisée par le blocus continental, la Russie reste sûre de sa puissance car il s'agit d'un pays ancien qui n'a jamais été envahi et dont les ressources en combattants sont très importantes. L'invasion de la Russie, qui ne devait durer que quelques semaines, ne se passe pas comme l'avait prévu Napoléon. Malgré une succession de victoires, l'empereur ne parvient pas à défaire totalement l'armée russe. Pour protéger ses flancs, il est obligé d'étendre ses lignes du nord au sud, mais aussi vers l'arrière pour maintenir la communication et le ravitaillement. En septembre 1812, il croit tenir enfin sa grande bataille lorsque l'armée russe décide de le combattre devant Moscou. Après une bataille d'une rare intensité, 30 000 morts du côté français, l'empereur parvient à obtenir la victoire et il peut entrer dans Moscou le 14 septembre. La capitale historique a été vidée de ses habitants et le silence règne partout. Dans la nuit, de grands incendies sont déclenchés par des Russes restés dissimulés dans la capitale. La ville était alors faite de bois et est détruite en grande partie. Loin de ses bases arrières, privé de protection face à l'hiver qui arrive rapidement et sans réponse d'Alexandre Ier à ses demandes de paix, Napoléon prend une décision fondamentale, il choisit de quitter Moscou. La grande armée repart vers l'est en octobre 1812. Durant tout le chemin, elle est tenue sur ses flancs par l'armée russe et harcelée par les Cosaques. Contrainte d'emprunter le même itinéraire qu'à l'aller, la situation devient critique, d'autant que les températures chutent inexorablement. Le ravitaillement ne suit plus, les chevaux sont morts lors des batailles ou tués par les soldats pour se nourrir. La grande armée est contrainte d'abandonner son artillerie car trop compliquée à déplacer, d'autant que les mauvaises routes russes sont devenues boueuses. C'est dans ce contexte terrible que la Grande Armée se retrouve sur les bords du fleuve de la Bérésina le 23 novembre 1812. Les ponts ont été détruits et il va falloir beaucoup de temps pour pouvoir traverser cet obstacle naturel. Par malchance, la Bérésina n'est pas gelée comme à son habitude à cette période de l'année. Les deux armées sont très proches l'une de l'autre, la confrontation est inévitable. Pour les Russes, après avoir contraint l'armée française à une longue retraite, il s'agit de porter le coup de grâce. Pour les Français, le passage de ce fleuve signifie un répit temporaire. Ils seront alors plus proches de la grande ville de Vilnius où ils pourront retrouver quelques forces. Napoléon a pour objectif de faire passer le plus de troupes possible. Il décide donc d'une diversion plus au sud pour attirer les Russes et permettre au gros de son armée de passer. Cette manœuvre est rendue possible grâce à l'efficacité des pontonniers du général Desblés qui, durant 3 jours du 26 au 28 novembre, construisent et entretiennent 2 ponts dans une eau glacée. Un pont est réservé au matériel lourd, canons et chariots, un autre à l'infanterie. Le 27, un des ponts se brise, ce qui provoque la mort de très nombreux soldats. Se rendant compte qu'elle est tombée dans un leurre en attaquant trop au sud, l'armée russe fait un mouvement vers le nord pour tomber sur les derniers éléments français qui n'ont pas encore traversé.
Des soldats se sacrifient volontairement pour permettre au gros des troupes de passer. C'est dans une ambiance de fin du monde que se fait la traversée des retardataires. En effet, il s'agissait de civils qui ont suivi la grande armée depuis Moscou, cantinières, prostituées, épouses cachées, mais aussi des soldats les plus fragiles, blessés et malades. On met le feu aux deux ponts pour empêcher les Russes de traverser, qui parviennent tout de même à capturer 10 000 Français restés sur place. L'armée française est parvenue à traverser, évitant l'encerclement et l'anéantissement. De nombreux soldats sont morts, environ 45 000. Malgré cela, la Bérésina reste une victoire tactique pour l'empereur, car la plupart des soldats sont parvenus de l'autre côté du fleuve. Les derniers instants ont néanmoins marqué durablement la mémoire des survivants, relayés très vite par le récit, les images et la littérature. On retiendra le sacrifice des soldats d'Éblé, mais aussi celui du 126e régiment d'infanterie qui ont tenu face aux Russes malgré leur infériorité numérique. Le 5 décembre 1812, Napoléon est à Vilnius et laisse le commandement à Murat car un coup d'État a eu lieu à Paris. Ce dernier déserte pour retourner à Naples et c'est Eugène de Beauharnais qui doit ramener ce qu'il reste de la Grande Armée. Au final, la France aura eu 200 000 soldats tués au cours de cette campagne et presque autant de prisonniers. Si elle marque un coup d'arrêt aux ambitions de l'empereur, le régime n'est pas pour autant tombé. Elle signifie cependant la première grande défaite de Napoléon et va engendrer une très forte agitation parmi ses propres alliés. Pour certains auteurs, c'est même la naissance d'une conscience européenne.